Et ben c'est parti, salut, on se retrouve avec Salut! Bloody Ben pour faire la présentation de la nouvelle sortie, donc Méline et le golem, nouveau maître golem, salut. Commence par qui? Commence par la maître, non? Qu'est-ce que t'en penses? Euh... Ouais, j'aurais bien commencé par le golem, moi, juste pour te faire chier. Ah bon bah écoute, c'est comme tu veux. Ouais, c'est toi qui clique, c'est toi qui clique, c'est toi qui décide par qui on commence. Ok, je clique. Allez, c'est parti. On commence par le golem. Euh, alors, le golem. Très bizarre de commencer par le golem. 10 de combat, 10-10. Bon, de toute façon, on va être obligé de les comparer au golem de Ked et à Marbrook, parce que Bah, c'est l'autre couple de maître golem. exactement, on en a enfin un deuxième. Donc aussi un socle de 50, un peu plus de combat, plus de def. La def change pas grand chose, l'esquive change pas grand chose, même rien. Euh, et 3 kappas, donc assez classique. Alors voyons voir les kappas. Je te laisse commencer. Alors, pierre de taille, bon, la première originalité de ce golem, hein, c'est que c'est un décor. Un petit décor obstruant, hein, donc qui coupe les lignes de vue. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un décor qui se déplace sur le champ de bataille, sur le terrain. Et du coup, ça va être hyper cool avec les bâtisseurs parce que y a plein de choses qui combattent avec les décors. Alors, on y reviendra un peu sur les combos après, mais forcément, la guilde aime les décors. Et donc là, vous avez un décor qui bouge. Donc ça, c'est top. Mhm. Et la deuxième chose qu'on va dire, c'est qu'il peut pas être placé. Ça veut dire qu'il sera pas sujet aux télékinésies ou aux passe-murailles, comme ça peut être le cas avec le golem de Cad, où on peut envoyer ce golem très loin du centre des hostilités, voire à l'autre bout de la map pour le jarter des combats, quoi. Donc là, ce sera pas possible. Ouais, Enfin, pas avec télékinésie et passe-muraille, en tout cas. Ou ouais. tour de passe-passe, etc. Tout ce qui place. Bon, c'est à peu près tout, je crois, en ce qui place. Actuellement, en tout cas. Après, on n'est pas à l'abri Euh, d'une sortie un ouais, là, jour j'en vois. qui place une figurine, mais actuellement, il n'y a que ça, je crois. Ouais, il y a que ces trois-là, j'en vois pas d'autres. Je vois pas de capa de figurine qui aurait permis de le placer. Pour l'instant, il n'y en a pas. Non, non. Donc, non, non, il y a que ça. Il y a que ça. Mais donc, c'est vrai que sur ce golem-là, voilà, on a souhaité, il est massif, il est en pierre. On a souhaité qu'il puisse pas être placé sur le n'importe où. Donc, il ne pourra être pour que l'adversaire le déplace. Ça ne pourra être fait que via une poussée. Ouais, alors c'est pas que l'adversaire, hein. Même soi-même, on peut pas soi-même jouer une télékinésie pour économiser des actions. Oui, c'est ça. C'est- Vraiment, voilà, il est là, il bouge pas, il bouge qu'avec des poussées. C'est ça. C'est ça, c'est Euh, ça. la deuxième kappa, c'est le gardien de la troisième arche. Alors pour moi, c'est la plus grosse kappa du golem, hein, je pense. Bon, je suis d'accord Euh, avec toi. c'est que euh, il peut faire des attaques d'opportunité. Donc on peut pas sortir de sa zone de menace gratuitement comme on le faisait avec le golem de Cade. Donc il va frapper, puis il va frapper à 10 de combat, hein. Donc si on est dans sa zone de menace et qu'on veut sortir, et ben il va falloir soit prendre une attaque à 10, soit trouver un moyen de le pousser pour le sortir de la zone, ou de se pousser pour soi-même sortir de la zone, et ensuite pouvoir bouger. Donc c'est vraiment, il va bloquer des grosses zones avec son socle de 50. Et c'est la capa qu'on sous-estime complètement la première fois qu'on lit le profil, et puis quand on le joue, on se rend compte que c'est la capa la plus importante de ce golem. Bah, elle amène un contrôle de dingue au bâtisseur. Mm. Et pour le gérer en face, c'est ça peut être très très compliqué. Et ça peut vraiment être voilà, vraiment quelque chose de très puissant avec quelque chose qui apporte le soutien. Ou on peut pas sortir de sa zone sans taper dessus d'abord. Enfin, c'est Mm. vraiment une super capa, quoi. Et la Et dernière, puis bah la dernière, point final, porte bien son nom. Donc une fois par tour. Donc là, voilà, ce qui vient contrebalancer, on va dire, hein, les attaques d'opportunité, c'est que contrairement au golem de 4, le golem de broche ne pourra pas taper quand il veut. Il fera qu'une seule, en dehors des attaques d'opportunité, bien sûr, il ne fera qu'une seule attaque par tour.
lorsqu'on jouera notre dernière carte d'action numéraire du tour. Donc ça veut dire que ce sera soit la dernière carte action du tour, soit l'avant-dernière si on termine par la carte à éther, c'est-à-dire la carte magie. Parce que la carte à éther n'étant pas une carte action numéraire, si on la joue en 5e, sur la 4e carte, on pourra faire l'attaque du golem. Donc, et donc une grosse attaque à 10. Et une grosse attaque à 10, tout simplement, qui est gratuite. Donc ça veut dire que il n'en fait qu'une par tour, certes, mais elle est gratuite. Alors au début, en tant que bêta-testeur, on a beaucoup regardé, ce qui pouvait se passer autour de cette attaque, etc. Et puis, on a cherché un petit peu à lui mettre une capacité de contrôle. Et au final, comme le soulignait Quentin, le gardien de la 3e arche, il est au final presque plus oppressant et plus puissant que ce point final, qui est aussi très cool aussi, parce que c'est vrai que tout au long du tour, on va sentir monter la pression du danger de cette attaque finale à d'idées. Ce point final qu'on va se prendre dans la mouille. Ouais, il y a vraiment cette sensation. Phase 1, c'est bon, c'est tranquille. Phase 2, ça va, il me reste encore. Ouais. Phase 3, attends, là, il commence à. Attends, c'est bientôt. Et il y a 3 figurines qui sont dans sa zone, et c'est bientôt mon tour de prendre ma patate. Il y a vraiment cette sensation-là qui est vraiment rigolote, quoi. Ouais, et phase 4, ça commence à puer, et puis phase 5, c'est que courage fillon, quoi. C'est partir loin. Bon, on fait un tour de Méline, après on parle de l'ensemble, parce que je pense qu'on peut parler que du binôme, en fait, si on veut même le comparer au golem. Yes. Mais voilà, on fait comme un petit tour des capas, mais ouais, t'as raison. Parlons de Méline un petit coup. Méline, alors, au niveau des caracs... Donc on peut juste quand même, donc c'est un maître tailleur de pierre, donc ça sera le type de golem, ça sera tailleur de pierre. Métamorphe Astrio. Alors j'ai pas révisé Astrio, je sais plus ce que c'est. Aucune idée. Mais voilà. Il faudra poser la question aux gens qui savent. Oui, c'est ça. Et c'est bien entendu une éthérée, contrairement à Marbrook, déjà, qui n'est pas un maître éthéré, mais là c'est un maître éthéré. Donc là, c'est la première différence qu'on peut voir, c'est que on a un binôme maître golem avec cette fois qui apporte un éthéré. Donc on peut soit en avoir encore plus, soit on le verra au niveau des combos, soit en avoir encore plus, soit justement se permettre de jouer sans les éthérés à côté en dehors de ce maître. Exactement ça, tout à fait. Je vais faire un petit tour des capas. Enfin, des caracs, pardon. Ouais, caracs, tout ça, vas-y. Du coup, 3 d'endu assez classiques, 4-5 de combat, donc une moyenne plus, on va dire. Alors VT2, donc on est plus bas en VT que Marbrook, on est plus bas en endu que Marbrook. On a ce combat qui se booste dans le rouge. Et après, au niveau du reste, c'est 4-3 et 4-3 en défense et en esquive. Donc voilà, le profil comme ça, rien que sur les caracs, fait pas rêver plus que ça. Hein. On n'est pas... c'est une folie. Hein. C'est un profil très moyen. On a 11 PV. C'est bon. Ça fait pas rêver. C'est de l'autre côté que ça se passe. Mais déjà, quand on commence à regarder en bas, là, la liste des capas, et qu'on voit 3 capas qui sont toutes gratuites, enfin, sauf le don qui coûte un point d'ombre, mais qui sont sinon gratuites, et qui sont toutes les 3 une fois par phase, là, on commence à discuter. Donc déjà, on sait que son 3 d'endu va servir uniquement à bouger, à frapper, à esquiver, à faire sa vie. Elle en a pas qui vont partir dans ces capas. Ouais, tout à fait. Et on va regarder les capas en elles-mêmes. Allez, sans coagulant, je vais faire celle-là. Donc, vas-y. À chaque phase d'action, la première fois qu'elle subit des dégâts, on annule les dégâts qu'elle subit. Donc ça, c'est son système de défense, c'est permanent, c'est quelle que soit la couleur, donc quel que soit l'état, c'est son système de défense en fait. La plupart des éthérés ont un système de défense, ça c'est le sien. Donc la première fois qu'elle va subir des dégâts, elle va pas en subir. Qu'est-ce que c'est très fort, hein. Ça veut dire que ça marche à chaque phase, donc c'est vraiment très fort. Il va falloir se méfier de la 5 adverse en fait. Quand l'adversaire va pouvoir faire une attaque qui sert un peu à rien ou qui fait juste permettre de mettre un dégât et de pousser ou quelque chose comme ça,
Euh, et ensuite enchaîner avec plein d'autres pour lesquels le sang coagulant ne marchera plus. Là, ça fait peur. Là, c'est très dangereux pour elle. Mais sur des petites escarmouches, vraiment des tout petits combats qui se font un peu à chaque phase, là, elle est vraiment très, 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 très forte. Elle peut même se permettre, petit fait amusant, de prendre un pion feu et de le garder tout un tour sans prendre aucun dégât. Si elle se fait pas attaquer par ailleurs, ça sera à chaque fois le premier dégât de chaque phase, et donc elle le prendra pas. Mais ça marche, voilà, ça se marche quand elle se fait agresser, ça marche sur les ripostes, oui, ça marche sur une attaque d'opportunité. C'est ça. Elle veut partir de quelque part, l'adversaire va pas pouvoir jouer après, tu joues en deuxième, elle a pas encore pris de dégâts, tu pars, il te met une attaque d'opportunité, tu prends pas de dégâts. Donc il y a vraiment beaucoup d'utilisation. Mais voilà, faut se méfier de la 5 adverse, et faut se méfier de l'enchaînement. Quelqu'un qui va pouvoir enchaîner des attaques gratuites, des actions gratuites qui vont par la saturation sur la même phase lui faire très mal. Ouais. Je te laisse enchaîner avec les deux autres. Ouais, l'allée écarlate. Donc l'allée écarlate, on voit qu'elle est verte. Donc c'est sa capa qui lui permet de contrôler le golem, tout simplement. Donc la première chose à voir, c'est qu'elle cible un golem allié, donc bien sûr à 4 pas. Donc on est un petit peu en dessous de la capacité de Marbrook. Merci, je vais te demander. Mais 4 pas, donc là on est sur une table de Rix, donc c'est quand même pas dégueulasse. Et en sachant que, comme le disait Gwen sur la capa d'avant, elle est quand même a une capacité de prendre une charge sur une phase sans aucun problème. Donc les 4 pas s'entendent et sont raisonnables au vu du profil. Et donc par contre, elle ne fait pas un déplacement complet du golem. Toujours dans l'histoire de ce golem massif, elle va simplement le pousser. Donc c'est juste une poussée de golem qu'elle va réaliser. Mais voilà, elle peut le faire à chaque phase, et surtout, c'est gratuit, contrairement à Marbrook. Et là, on fera la comparaison complète après, mais c'est vraiment le fait que cette lait écarlate soit gratuite qui va complètement changer le gameplay du duo maître golem. Voilà. Et deuxième petite chose, elle peut pousser le golem, mais elle peut aussi éventuellement pousser une figurine qui engage... Pardon, je te laisse faire. Pousser une figurine éventuellement qui engage le golem. Donc ça veut dire que ça marche dans les deux sens. Bon, par contre, c'est une seule fois par phase, mais voilà, ça lui permet quand même d'amener son golem tranquillement, d'une manière complètement gratuite, au centre des festivités. Voilà, je te laisse commenter la dernière. Ouais. Le Dédale, du coup, c'est son don en jaune. En jaune, c'est assez classique, les dons en bâtisseur, il y a beaucoup de dons qui sont en jaune. Pour rappel, elle a 4 points de vie en jaune, donc elle peut le perdre assez vite. Elle cible une figurine qui est à couvert, donc ça marche, les gens qui sont un décor. Oh, ça tombe bien, le golem est un décor. Oh, mais alors bah, dis donc, c'est bien foutu. Sacré coïncidence. Une figurine à 6, et pour 1 point d'ombre, on lui met un pion fatigue. Voilà, c'est tout bête. Mais c'est pareil, c'est du contrôle, c'est une fois par phase. Donc avec plusieurs points d'ombre sur plusieurs phases, on peut vraiment complètement épuiser une figurine adverse. Et ça, c'est assez cool. C'est très très fort. C'est vrai que là-dessus, une fois par phase, est très cool. Voilà un peu pour le duo. Avant de parler des contres et des compos qui vont peut-être plus aimer que d'autres, peut-être juste un rapide commentaire. Peut-être certains d'entre vous, à la première lecture du profil, pourraient avoir peur en se disant on va simplement pousser le golem, on lui fait plus faire de déplacement, on n'aura qu'une attaque en fin de tour, plus une attaque régulièrement, donc quelque part, c'est moins bien que le golem de 4. Alors, on a pu avoir un peu peur de ça, mais en fait, pas du tout. En fait, franchement, les deux sont très costauds, et ce golem de broche, il faut vraiment le tester pour se rendre compte
du poids de l'attaque d'opportunité. Hein. Je C'est dirais même quelque qu'il chose faut l'affronter pour se rendre compte du pour poids de. l'affronter, c'est très très puissant. C'est très très puissant et c'est pas du tout évident d'éviter cette attaque de fin de tour. Allez, on est quasiment sûr pas sûr de la mettre, mais pour que l'adversaire l'évite, il va falloir qu'il mette beaucoup beaucoup de ressources. Mm. Et puis, Et vas-y, moi, pour moi, un truc qui est essentiel dans ce golem, c'est que à la différence du golem de par exemple, si on prend Marbrook et golem de Cade, dès que Marbrook meurt, bon, le golem, il va avoir son tir une fois par tour, mais si t'as quelqu'un dans ta zone de menace, c'est terminé. Il peut plus frapper, il peut plus se déplacer, il fait plus grand chose. Celui-là va continuer à être un poids, mais un poids horrible pour l'adversaire, parce que il attaque de lui-même, donc il n'a pas besoin de Méline. Donc même si Méline est morte, sur la dernière phase, je peux charger sourire, le pousser dans la zone et frapper avec le golem, puisqu'il frappe, il frappe avec ses propres capas. tout à fait, surtout que Je peux pousser sourire et le mettre là, et bah, s'il veut partir, il va prendre des attaques d'opportunité. En fait, par rapport au golem de quête qui reste très inactif, beaucoup plus inactif une fois que Marbrook est mort, je trouve que la grosse force de ce golem là, c'est que voilà, même si, imaginons qu'on perd Méline, on a quand même ça reste un poids à gérer compliqué pour l'adversaire. surtout qu'en fait, sur une phase, si l'adversaire arrive à tomber Méline, étant donné qu'elle va ignorer certaines des attaques, et que de toute façon, ça mange de la ressource de tomber un personnage, bien souvent, on aura une compo qui sera pas en capacité et de tomber Ménide et d'envoyer le golem à l'autre bout de la table, quoi. Mm. Ça veut dire que si on arrive à tomber Ménide, bien souvent, le golem restera placé là où il était et permettra au reste de la compo bâtisseur de continuer d'en profiter au moins sur cette phase-là, quoi. Ouais, exactement. Et donc là, on arrive sur le truc dont il faut un peu se méfier avec ce golem, c'est que bah, Méline, elle le contrôle, mais elle le contrôle seulement à 4. Et du coup, il va être assez sensible s'il se fait pousser une ou deux fois. Imaginons qu'il se fasse pousser 2 fois comme ça. Bah, il va falloir bouger Méline pour aller chercher. Et c'est plus compliqué qu'avec Marbrook, qui a son don, qui a des outils pour le récupérer. Voilà. Méline, elle va devoir se bouger les fesses pour aller chercher son golem. Donc voilà, c'est le truc dont il faut se méfier, je dirais. Alors, oui, mais comme on se faisait un peu la remarque une ou deux fois, on va se rendre compte que quand bien même l'adversaire réussirait, alors là je suis très loin de mon golem, hein, donc je vais avoir besoin de ressources déjà pour aller le rechercher, mais on est en fait quand même toujours, vous voyez, vu que la poussée est gratuite, on n'est jamais loin. Vous voyez, à 2 poussées, il va revenir quasiment sur 3 poussées. Il va revenir au centre et à 2 poussées, il peut déjà être est au déjà niveau dans la des partie. hostilités, quoi. Oui, la difficulté, ça va être d'amener Méline à portée pour le ramener. Après, lui, il va avoir un très bon mouvement en se déplaçant à toutes les phases d'une poussée. Il va avoir un très bon mouvement. Mais la difficulté va être que Méline suive le rythme de son golem, suive son golem. Sur le règne du golem. Et là, voilà, si on commence à comparer les deux gameplays, hein, tout simplement, on va avoir le Méline et Golem qui vont avoir tendance à jouer un peu plus proche. Méline va être un peu plus sous centre des hostilités que Marbrook. Et plus mais elle peut à la fois aussi, plus se le permettre, parce qu'elle peut dépenser des actions pour jouer autre chose que le golem, tout simplement parce que elle n'a pas besoin d'actions pour jouer le golem. Donc elle peut utiliser des actions pour jouer la mission, pour charger, pour venir se positionner pour apporter le soutien, ça va être un gameplay peut-être au niveau du maître, peut-être un petit peu plus riche que ce que vous feriez avec Marbrook, qui va vraiment utiliser la très grande majorité de ses actions juste pour bouger le golem. Là où Méline va pouvoir faire d'autres choses, quoi. C'est plus proactif. Méline va être plus active sur la table qu'un Marbrook. Marbrook, s'il est bien positionné et qu'il bouge plus et qu'il gère comme ça et qu'il fait une petite charge de temps en temps, un petit truc de temps en temps, ça lui va très bien. Méline va avoir besoin d'être un peu plus proactive. J'ai tendance à dire. C'est ça, c'est vraiment
un couple maître golem, et c'est vraiment là que les deux gameplays vont différer, quoi. Parce que Marbo, vous pouvez très bien rester en attente avec le reste de votre compo, envoyer le golem devant, mettre des patates, tandis que là, vous ne pourrez pas vraiment faire ça. Il va falloir que toute la compo joue, vous ne pourrez pas jouer le golem tout seul devant en train de tabasser tout le monde. C'est pas du tout son gameplay. Par contre, c'est très agréable de dire je le pousse et mon maître, je l'ai pas du tout fatigué, et du coup, je peux vraiment le jouer complètement, quoi. C'est-à-dire qu'elle intervienne complètement dans le tour, quoi. Est-ce qu'on passe magie, contre et combo, histoire de faire une vidéo de moins d'une heure? Vite fait tactique. Parce que je Ouais, pense que vas-y, ça, je c'est t'en un truc qu'on n'est pas tous d'accord au sein de l'équipe des bêtas. Et, c'est intéressant. Du coup, l'attaque d'opportunité, donc c'est très fort. Du coup, on va très vite avoir tendance à vouloir faire ça. On se dit, voilà, tout le monde, Ouais. si quelqu'un veut partir, il va prendre l'attaque d'opportunité. Et je pense qu'il y en a qui préfèrent faire ça. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à préférer faire quelque chose comme ça. Où en fait, je préfère bloquer une personne. Et dire, toi, si tu pars, et que... Donc ça, je sais pas si c'est une histoire de goût, ou si on n'a pas encore trouvé ce qui était le plus efficace. Ou si ça dépend aussi des situations, je pense que ça dépend aussi des situations. En fait, il y a deux solutions. C'est-à-dire que. Enfin, vas-y, je te laisse finir. Non, vas-y. En fait, là, ce qui montre Boine, c'est que là, si Sourire veut dégager le golem, alors, c'est 5 dés d'attaque, donc une réussite pour pouvoir se pousser lui, c'est-à-dire Sourire, et 2 réussites pour pouvoir pousser le golem. Alors forcément, 5 dés 5 plus 2 réussites, c'est plus d'ici, hein, on n'est pas du tout sûr. C'est sur stat, c'est légèrement, mais c'est sur stat, 5 dés 5 plus 2 réussites. Donc on n'est pas du tout sûr que ça passe. Si le positionnement est comme ça, pour virer le golem, forcément, vous avez, là en plus, vous pouvez avoir Ogaref à 6d4+, Sourire à 5d4+, on peut même le tenter en mode un peu plus dicey avec Tchekhov à 3d4+. Forcément, si on donne le soutien à la figurine qu'on souhaite bloquer, c'est plus compliqué. Par contre, là, j'ai envie de dire la différence, c'est que déjà le chemin est un peu plus bouché, hein, pour les figurines derrière. Et puis en plus, surtout, l'adversaire, ça sera plus facile à faire, mais il est obligé de dépenser une action. Parce que là, vous avez emprisonné 3 figurines, donc quelle que soit celle qui va intervenir, il sera obligé de dépenser une action. Tandis que si on est comme ça, on peut dire, à la limite, je joue pas Sourire cette phase-là, je verrai plus tard, je joue avec mes 2 autres filles. Après, il faut se méfier de l'allai, parce que s'il joue pas Sourire, après ça veut dire que on peut pousser Sourire. C'est ça. On est quand même très vite obligé de réagir contre un golem qui vient t'embêter, parce que cette lait là, le fait de pouvoir pousser, au lieu de pousser le golem, dire je bouge pas mon golem mais je pousse quelqu'un qui est engagé par le golem, ça force énormément l'adversaire à réagir. Parce que c'est tout à fait. Donc mais les deux écoles s'entendent. C'est assez rare de pouvoir se permettre de dire bon, je suis contre le golem, mais ça va. C'est pas grave, je verrai. Surtout quand on approche de la phase 5. Surtout quand on approche de la phase 5. On va pas se mentir. Mais j'avoue le play, là, ce que tu soulignes, c'est très très intéressant, parce que vos premières parties, on est très tenté de dire en effet, allez vas-y, bam, je bloque tout le monde. Ouais. Et en fait, on va donner le soutien à l'autre. Enfin, on va vraiment lui donner presque un avantage pour le virer. Ouais. Alors que c'est vrai que comme ça, là, et si c'est ça, imaginez quoi, Tchekhov, si c'est Tchekhov ou Itzal ou forcément, elle peut pas le tenter. Il va falloir venir avec se pousser soi-même. Il va falloir venir avec une charge, donc ça coûte de fatigue, ça épuise la compo adverse. Je sais pas, si on imagine, on n'a pas le reste du setup, mais il dit j'ai absolument besoin de libérer ce Tchekhov. Si Sourire il charge ici, il se prend de fatigue, il pousse le golem, très bien. Et bien ensuite tu ramènes le golem, tu fais le don de Méline, Sourire il est épuisé quoi. Donc ça va vraiment très vite. Dès qu'on va faire dépenser des fatigues adverses, on va pouvoir combiner avec le don de Méline pour épuiser. Et donc on a un golem qui est bien plus orienté contrôle que combat pur. Après, sur le même setup, Tchekhov peut faire ça et sans sortir de la zone du golem, venir apporter le soutien. Hein. Donc c'est vrai que sur un socle de 50, ça fait 2 pas. Avec sa zone, ça fait 1 pas. Donc on a quand même un potentiel de mouvement
tout en restant dans la zone du golem qui est assez important, quoi. Ouais. Voilà. Un peu, mais oui, pour cette simple attaque d'opportunité, c'est vrai que c'est un peu Ouais, le cas. il y a plein de façons de le lire déjà. Rien que ça, qui est pas toute bête, mais il y a plein de façons de le jouer et de le lire de manière différente. Juste un autre petit détail sur la pierre de taille, donc ne pas oublier le fait que c'est un décor obstruant. Ouais. 99% du temps, ça va pas avoir une grande importance. Parce qu'il y a souvent un angle de vue, etc. Mais vu qu'il se déplace gratuitement, imaginons que, je sais pas, Sourire je prépare un setup contre Méline. On n'a pas envie de se mettre dans la zone de Sourire d'Ange pour je ne sais quelle raison. Mais rien que pousser son golem comme ça et dire voilà, tu me vois plus, ou même comme ça et dire tu me vois plus, et bah tu peux plus me charger en fait. Et bah, tu vas pouvoir, hein, mais tu vas devoir prendre une action pour venir sur le côté, pour récupérer la vision et ensuite venir me charger. Donc il faut Même, pas hésiter ouais, à jouer avec ce petit point de détail là qui peut être fort. ou même en venant le coller, bon, là je vais pas aller chercher la figue exprès pour ça, mais même en venant le coller contre un décor, on va éventuellement couper la ligne de vue de Garev sur Barnard, par exemple, qui pourrait le pousser à distance. Pour le tir. Couper un tir de Sangaré, simplement. C'est un des soucis qu'on a souvent avec le golem. On se dit le golem c'est très très fort contre le tir parce que on est obligé de tirer dessus quand c'est le plus proche. Sauf que dès qu'il est engagé, on peut l'ignorer. Et ben là, s'il cache la ligne de vue de Sangaré, Sangaré, elle voit rien. Donc, c'est ça. Elle va être obligée de se déplacer ou obligée justement de faire bouger ce golem. Donc voilà, c'est un petit point de détail ce obstruant sur le décor, mais qui peut changer pas mal de choses. Et alors par contre, attention, ça marche pareil, ça marche dans les deux sens. Hein, donc l'exemple de tout à l'heure, Méline peut pas charger Sourire d'Ange. Donc l'adversaire va aussi pouvoir jouer avec. Hein. Oui, c'est ça. Ça reste un décor. Hein. Ouais. L'adversaire a la sub quand l'adversaire gagne son plus un dev quand il est contre le golem, etc. Et puis voilà, on peut passer vite fait sur les compos. Ouais, on avait fait magie en dernier. Magie, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. On a évoqué les deux magies. Il y a quoi? Il y a pas grand chose. Il y a Rebelle empoisonné, voilà, forcément. Oui, hein, parce Rebelle empoisonné, bien sûr. Qui va être quand même cool parce que si on arrive à mettre le décor contre 2 ou 3 figurines, bam, elles prennent tous un pion poison, donc ça c'est quand même très cool. Non, après il y a pas grand chose d'autre. Il y a pas grand chose d'autre qui va être hyper intéressant. Hein, il n'y a rien de spécial en fait à dire. Après, il y a plein de choses. Il y a plein de trucs sympas à faire avec les cartes magie, mais pas plus qu'avec d'autres profils. Voilà, exactement. Il n'y a pas de synergie particulière. Il y a deux synergies qui sont, enfin 2-3 synergies qui sont interdites, qui sont bloquées avec le fait qu'il peut pas être placé. Et sinon, il n'y a rien de spécial à dire. Si, alors, comme ça, sans coagulant doit marcher sur le gain du sang. Techniquement. Mais je sais pas, c'est. On a préféré utiliser. C'est quand même un petit. Ouais, c'est un petit truc, mais on préfère utiliser le gain du sang sur des grosses attaques. Je préfère être épuisé devant Ribaldi qui peut rien faire d'autre que me charger dire, j'ai 100 coagulants, je suis bien. Plutôt que j'ai évité un dégât de feu ou de quelque chose. Tu vois. Cette capa, elle est là pour prendre une grosse attaque dès que c'est possible. Mais... Tout à fait. Après, il y a quand même Chaque Mental, hein, qui est peut-être encore un peu plus sympa avec le golem, parce que forcément... c'est un socle de 50, en fait. C'est un socle de 50, il va pouvoir être très facilement au milieu de la compo adverse et donc pousser tout le monde, ou être poussé justement pour se remettre au contact d'un ou plusieurs personnages. Donc ça fait partie des cartes magiques qu'on est quand même plutôt content d'avoir quand on a le golem de broche. Choc Mental, c'est sympa. Ouais. Non, j'en vois pas d'autres comme ça, spécifiquement intéressantes avec le golem. Mais voilà, ça fait partie des trucs assez cool. Et alors, au niveau... Tu veux faire quoi, les contres ou les compos d'abord? Peut-être les contres, je crois que c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Allez, les contres. Bon, allez. on commence par le contre ultime. On en parle tout de suite.
Ouais, on en parle tout de suite. Hein. Allez. On l'a joué il n'y a pas longtemps. Bon, bah, non, C'est frais. ça c'est de la saloperie hein, pour le golem, pour tous les golems, pour beaucoup de choses de manière générale, mais alors pour les golems particulièrement, parce que ça pousse facilement, ça peut pousser 3 fois facilement, avec frappe avec la supériorité, et puis ensuite téléportation pour pousser le golem à très très loin. Et puis si c'est pas le golem, ça peut le faire sur quelqu'un d'autre. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est une arme anti-golem. Ça permet de fiabiliser, en fait ça permet de pousser le golem adverse et de le mettre très loin. Donc il faut faire ce qu'on appelle un peu le vol de golem, c'est-à-dire mettre le golem à l'autre bout comme ça. Et pour pas cher. C'est-à-dire et sans risque. Deux actions, un don. C'est ça, et sans risque en fait. Souvent, tu te dis bon, alors je peux le faire. N'importe qui peut pousser le golem, réussir 2D et pousser le golem, et puis le faire une deuxième fois. Mais sauf que si ça rate, c'est le drame. Lui, avec sa supériorité, etc., c'est dur de rater quoi. Ouais, 5D4+, on peut toujours s'exposer on a tous fait un 5D4+, où on fait 0,4+, ou un 5,4+. Hein. Oui, mais tu le refais, et puis après t'as le don. Donc, c'est ça. C'est clairement... Et puis voilà, si, imaginons, je sais pas, Barnin, il vient, il veut pousser le golem pour le voler, il frappe, il rate, bon bah, il fait son don, il se met là, et puis il pousse le golem là-bas, et puis c'est moins grave. Enfin voilà, c'est pire... Ouais, et puis ce sera quand même rare d'en rater 2. Si on amène le soutien, ce sera du 5D3+. Ouais, et puis en plus, voilà, l'avantage de Barnin, c'est que même s'il devait rester un peu devant, il peut encaisser quand même un petit peu. Ça marche sur les autres. Ouais, tout à fait. Donc voilà, bon, on va pas parler 3 heures de Barnin, c'est de la saloperie pour tous les golems, de toute façon. Ouais, c'est un bon contre-golem. Après, dans les contres vraiment... du golem. Moi, je trouve qu'il y a Marlowe qui marche bien contre le golem, que j'aime bien jouer contre les golems, en général. Je suis d'accord. Parce que bon, il empêche de bouger avec son attaque d'opportunité. À la fin du tour, il va mettre une grosse frappe. Le reste du temps, son principal rôle, c'est d'apporter le soutien. Donc quand on lui enlève ce soutien-là, il apporte plus le soutien avec le don de Marlowe. Il perd un peu en superbe, je trouve. Oui. Oui, c'est vrai que en plus c'est sur 2 phases, il me semble, de mémoire. Ouais. Donc ça peut être compliqué quand on a la phase 1, on s'approche, phase 2, 3, on va commencer à être au middle, et si Marlowe nous claque le don sur une phase 3-4, ça peut être très gênant. Surtout qu'il compte comme un soutien allié en plus. Hein. Ouais, du coup il compte aussi. Donc en fait, tout le rôle qu'il est censé assumer, alors après, il mettra quand même des attaques d'opportunité, hein, ça ne devient pas une figurine alliée, mais il vous mettra quand même des attaques d'opportunité si vous sortez de sa zone, mais c'est vrai qu'on aime à l'avoir aussi au middle, justement, parce qu'il permet de taper très facilement avec tout le monde et d'avoir un soutien, ça un peu comme le golem de Cad, hein, d'avoir un soutien gratuit et intuable. Quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, Marlowe, je suis d'accord avec toi, c'est carrément cool. Après, tu vois quoi ? Il n'y en a pas tant que ça, hein. Il va y avoir éventuellement il y a Ayun et Gargoul qui volent et qui du coup ignorent l'attaque d'opportunité, mais voilà. c'est pas un contre, c'est juste ça voilà, ou Tencent aussi à ce moment-là, voilà, Tencent ça marche bien. Voilà, c'est pas vraiment des... Et puis tous ceux qui ignorent les dégâts, ils peuvent partir, enfin du Madeleine, du Takara, tout ça peut partir, mais voilà. Après, c'est sûr, moi j'ai déjà joué contre Tencent vert de gris, où vous faites un Tencent vert de gris Takara. Bon, il y a Takara qui peut pas prendre de dégâts sur les 5, il y a Tencent qui sort de la zone gratos, il y a vert de gris qui peut se TP, et du coup, le golem, on sent qu'il perd vraiment de sa superbe contre des compos avec des figurines qui peuvent quitter si facilement la zone. Sans prendre de patates. Ouais, et d'ailleurs, c'est une deuxième raison pour laquelle Barnin est costaud, c'est que même dans la zone de golem, vu que les figurines alliées peuvent le pousser, il va sortir très facilement de la zone. Quoi. Donc oui, toutes ces figurines qui prennent pas d'attaque d'opportunité, en fait, d'une manière générale, sont en fait, plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a dit, juste, Boine, finalement ? C'est une attaque d'opportunité gratuite. Hein. Ouais, elle est gratuite. Alpine prendra des attaques. Hein. On est d'accord ? Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on a tranché.
Ok. Donc ça veut dire que Alpine, hein, vous savez que frapper Alpine qui sort d'une zone, comme toute attaque contre Alpine grâce à sa règle icône, coûte une fatigue de plus. Ça coûte une fatigue de taper Alpine avec une attaque d'opportunité, hein, pour toutes les Normalement. figurines du jeu. Alors, pour le golem, c'est pour ça qu'on a précisé attaque d'opportunité. Enfin, c'est en partie pour ça qu'on a précisé attaque d'opportunité gratuite. Comme elle est gratuite, elle ne peut pas avoir de coût supplémentaire. Ouais, on n'a pas besoin de le Elle payer. reste gratuite. Euh, Alors qu'une attaque d'opportunité normale n'est pas gratuite. C'est juste qu'elle a pas de coût. Voilà, Ouais. c'est une toute petite finesse. Voilà. Petite Profite nuance. pour la rappeler là. Puis voilà. Voilà. Non, après, il n'y a pas de. Euh, Si, bah, Takara sur qui prend pas de Méline, dégâts, Madeleine qui peut ne pas prendre de dégâts au moment de la patate du golem. Voilà. sur Méline, En gros, sur Méline, ça va être tous ceux qui peuvent enchaîner beaucoup d'attaques dans la même phase. c'est Ou alors ça. qui vont pouvoir mettre une petite attaque et ensuite. Donc c'est pas vraiment un Mhm. profil, ça va plutôt être une compo ou une tempo, une manière de tempo qui va être forte contre elle. Je sais pas, Bah, vous, une perfide, par exemple, qui va lui mettre hop, un petit coup de griffe, et puis qu'après, ça là, par exemple. ça lui aura pas coûté grand-chose, et puis paf, elle va faire ça. Et ça, tout ce qui est Encore une encore. fois, la ligne rouge, hein, 2 tirs de Sangaré, un tir de Wakan, bon, bah, vous allez la passer dans le rouge sans avoir besoin de vous approcher. Hmm. Euh, bon, en condition d'avoir réussi à dégager des lignes de vue, à engager le golem. Enfin, ça sera pas si simple que ça, mais Ouais, puis ça fait oui, 3 en tirs effet. pour la passer dans le rouge, ouais, c'est pas non plus Non, c'est ça. 3 tirs du tour pour ça. Ils font souvent plus que ça. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, Voilà. voilà, toutes les quêtes tendues, vous envoyez un feuille, il va taper. Alors après, faut pas oublier qu'elle a quand même 4 d'esquive, hein, donc des fois, elle pourra peut-être même tenter l'esquive pour pas avoir à Hmm. activer sa capa, quoi. Exactement. Parce que si elle prend pas les dégâts, si elle esquive et qu'elle prend pas les dégâts, son coagulant se déclenche pas et du coup ça marche pour l'attaque d'après. C'est Donc c'est ça, pour ça, tout à fait. souvent par exemple, imaginons que elle est pas bien et que je sais pas, il y a un OAF et un lock en face. Ah, ça va souvent être le lock qui va venir d'abord pour essayer de déclencher le sang coagulant et, euh, et ensuite taper avec OAF. Bon, bah, dans ces cas-là, faut pas hésiter à esquiver sur lock, sur son 3 de combat. Essayer de garder le sang coagulant pour les attaques d'OAF, par exemple. Mm. Bon, C'est ça, tout à fait. et au niveau des Et oui, il n'y a pas combos, de. Ça reste un maître et golem. Donc c'est vrai que dans le cadre du design de ces deux persos-là, bon, mis à part Bardin, qui est quand même un contre un peu costaud quand même, hein, mm, contre ça, il n'y a pas vraiment de contre absolu où on va se dire, ah bah, dis donc, c'est très compliqué à jouer contre ça, mm. ou quoi que ce soit, quoi. Non, non, Bon, ils sont quand même maniés. c'est costaud tout le temps, hein. Ils vont pouvoir être joués à peu près tout le temps, normalement. Alors, petite pause, parce qu'on a oublié de parler du plus gros contre du golem et de Méline, donc c'est perfide. Parce que la griffe de perfide, la griffe de soumission, marche sur le golem. Donc on cible une figurine dans la zone de menace de perfide. Elle subit une blessure, bon, le golem ne subit pas de blessure, et ensuite sa valeur de combat passe à 4. Donc, comme le golem, on sait à quel moment il va taper, c'est très fort de pouvoir le passer à 4 au seul moment où il va frapper. Et c'est aussi très fort pour les attaques d'opportunité, parce que si on veut partir de la zone, on le passe à 4 de combat avec perfide, et ensuite on peut partir de la zone en prenant une attaque à 4 au lieu de prendre une attaque à 10. Donc c'est vraiment, le perfide c'est le plus gros contre du golem de broche. Voilà, donc on a oublié de le préciser, donc je l'ajoute là, et puis je vous laisse reprendre la suite de la vidéo avec Ben. Mm. Et puis, bah, moi, je vais mettre un petit peu ce qui combote bien avec. Vas-y. Bah, l'intégralité de la compo bâtisseur, en fait, hein. On va dire que celui qui a le moins de combos, ça veut pas dire qu'il est pas top à être joué avec, hein. Mais celui qui a le moins de combos, ça sera peut-être Mae, parce que voilà. Mais Magara a une capa qui permet de transformer un décor
quand on est au contact de ce décor-là, on va utiliser ces valeurs rouges. On voit bien tout de suite qu'avec le golem, ça va être vachement bien. Surtout avec une Méline qui passe à 5 combats dans le rouge et qui n'a pas besoin de ses fatigues pour bouger le golem. Ça veut dire que, allez, je transforme le golem en décor rouge et si je charge une figurine adverse avec Méline, je vais être à 5 combats quand je serai au contact du golem, en plus d'avoir le soutien. Donc c'est plutôt costaud. Donc du coup, encore une fois, le combo avec Brenna est pas forcément évident, mais forcément, on va avoir envie de la jouer avec Magara pour pouvoir avoir un décor portatif qui me permet de passer Brenna à 5 combats, tout simplement. Tu me corriges, mais en gros, ça, c'est vraiment les... Non, on est complètement d'accord. Et puis ça apporte de la VT3, parce qu'on a quand même perdu cette VT3 qu'apportait Marbrook. Donc on la retrouve avec Brenna. Ça apporte... Et en fait, c'est un décor portatif et puis qui va amener le soutien en plus, tu vois. Donc, c'est ça. Et en plus, tu as la deuxième chose qui va être très sympa, c'est que si par exemple, on va rester sur Tchekhov, je l'attaque, il va esquiver peut-être une fois, 2 fois pour pas que je l'emmène au contact. À la prochaine phase, je vais très bien pouvoir pousser Malais et éventuellement utiliser le don de Méline pour lui mettre une fatigue supplémentaire. Et une fois qu'il est épuisé dans la zone de Brenna et Méline, dans la zone de Brenna et à 4 pas de Magara, non seulement ça va lui coûter 2 actions de se reposer grâce à la capa de Brenna, mais en plus Magara va pouvoir reposer quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que là, le fait que Méline puisse fatiguer les figurines au contact d'un décor, que Brenna rende les fatigues plus coûteuses et qu'en plus elle puisse se up au contact du décor et que Magara aussi combotte et avec le décor et avec les fatigues, ça fait une compo de 4 qui peut faire peut-être un peu peur au début parce qu'on se dit mais dis donc, il n'y a rien qui tape là-dedans. Mais il y a des belles choses à faire. Ouais, c'est une compo qui est assez agréable à jouer, alors qui a quand même c'est une compo comme vous dites de temps en temps high risk, on va dire high risk high reward, parce que c'est vrai que une disparition de Brenna très rapide pourrait rendre la game plus compliquée, mais c'est vraiment sympa à jouer, quoi. Tout combat, c'est vraiment comme ça sur les combos de Kappa, et c'est presque ça qui fait le plus envie. Alors après, si t'en rajoutes un 5ème, tu peux rajouter une petite rose là-dedans, là. Ah bah là c'est sûr. Alors, avec Rose, bien sûr, la Kappa avec Rose qui est vraiment top, c'est ça, c'est que j'ai amené mon golem là, et je vais faire le don de Rose pour sauter, et puis venir là où j'ai envie pour aller attaquer. Bien entendu, comme le golem est un décor, et que Rose peut se placer au contact d'un décor qui est à 2 pas d'elle grâce à son don, elle pourra sauter au contact du golem. Et puis avec la toile des bannis en plus, Rose elle chope son 1 d'armure, enfin... Oui, bien sûr. En plus, une fois qu'elle est au contact, elle chope sa riposte à plus 2D. Parce que c'est aussi un des défauts de Rose, c'est que, voilà, imaginons qu'il y ait Rose qui soit ici, qui soit épuisée, on vient la frapper, elle met sa riposte à 7D, très bien, on la pousse, et là, si elle a déjà utilisé son don, elle va pas réussir à se remettre contre le décor. Mais si on peut, sans avoir besoin de reposer Rose, amener le décor au contact de Rose, ça marche pareil. Donc ça redevient difficile. Tout à fait. Donc ça marche dans les deux sens. Donc, ça même en escarmouche, cette compo, elle est sympa. Il y a 3 dons, il y a des dons intéressants. Celui de Méline, on va pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Moi j'aime bien. Alors, si on a envie d'être moins là dans la finesse, et un peu moins dans l'amour, moi ce que j'aime beaucoup jouer, alors c'est pareil, ça présente un certain potentiel risque parce qu'il y a 3 éthérés. Moi j'aime beaucoup jouer ça. Ça j'aime bien aussi, moi. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, on a 3 éthérés. Donc qui sont, bien entendu, Mae, on va pas refaire l'inventaire de Mae, mais Mae c'est quand même un profil très costaud, qui peut passer à 6 d'attaque, qui charge pour seulement une action, une fatigue, au lieu d'une action de fatigue, bref. Et c'est surtout que Mae et Méline ont tous les 2 des dons qui s'utilisent une fois par phase. Et donc les 3 éthérés, moi, me font super envie
sur ces compos-là, ça veut dire que je peux avoir Mae à 6 combats pendant un potentiel de 3 phases par tour. Ça veut dire que si je perds même Rose et Méline, ça me laisse encore la possibilité d'utiliser mes 3 poids d'ombre dans un tour. Et pareil dans l'autre sens, avec Méline, qui peut passer jusqu'à 3 fatigues par tour tant qu'elle est dans le jaune. Donc c'est vrai que cette compo-là, moi je l'aime beaucoup. Maintenant, à chaque perte, c'est plus de points pour l'adversaire. Ouais, mais je trouve que Mae apporte beaucoup aussi dans ses compos, parce que comme on l'a dit, hein, Méline et son golem, c'est beaucoup de contrôle, etc. Mais Kaeris, ça reste un jeu de combat, et des fois, on va parfois manquer un peu de force de projection. Il faut pouvoir amener une menace vraiment à l'adversaire, et Mae, c'est celui qui... Mae et Rose, on va dire, je trouve que c'est les deux profils qui font ça le mieux, parce qu'ils peuvent aller chercher quelqu'un, ils peuvent menacer assez loin, assez fort. Donc j'aime bien jouer au moins un des deux, c'est vrai, avec Méline et... Tout à fait. Après, encore une fois, hein, si on veut jouer par exemple à choc, il va lui aussi bénéficier d'un éventuel d'une Magara qui aurait transformé le décor en rouge, où il passerait à 5 combats, et le don de Hachok qui permet de donner le soutien si on est contre un décor, c'est ça, One, je dis pas de bêtises. Si t'es à couvert. Donc ça permet de... Le truc rigolo, c'est que ça permet de taper avec le soutien. Ça veut dire que le golem qui frappe tout seul Chekhov, il va frapper avec le soutien. Voilà. Ouais, c'est ça. Si tu as utilisé le don. Ça, c'est soit sur la patate à d'idées, soit sur les attaques d'opportunité aussi. Hein. Ça marche aussi. Donc voilà, d'idées avec soutien. Après, Hugues, c'est un peu évident. Hein. On a la sup quand on est contre un décor, donc Hachok, c'est quand même pas celui, juste pour finir sur Hachok, c'est quand même pas celui que j'aurais tendance le plus à jouer, parce que t'apportes le soutien contre les décors, mais en fait le golem apporte déjà le soutien en lui-même, donc voilà. C'est pas Hachok que j'aurais le plus tendance à mettre en avant, ouais. on va dire. C'est pas la meilleure combo, en effet. Là-dessus, oui, j'apporte un soutien, mais comme le golem donne déjà le soutien, c'est vrai que c'est pas ouf mon truc. Mais par contre, oui, Hugues qui va avoir la sup sur les profils à couvert, forcément, c'est la combo est évidente. Alors après, le don de Hugues qui permet aux figurines de ne pas pouvoir bouger d'un couvert, bon, c'est pas forcément... Pareil, c'est pas forcément dingue, parce que non, on peut pousser là-dessus, le golem, ça marchera pas. On peut pousser le golem, ça empêche pas de pousser le golem, ce don-là. Non, c'est ça. Ça empêche, ça veut dire si Chekhov bouge, il doit finir au contact. Mais si on pousse le golem, on peut pas finir au contact de Chekhov. Ça marche dans un sens. Par contre, ça veut dire que si Chekhov tape le golem et n'a qu'une réussite, il peut pas se pousser en dehors du golem, logiquement. Non, il peut pas partir avec une seule réussite, exactement. La poussée qu'il ferait sur lui-même serait un déplacement, et ce déplacement ne lui permettrait pas de sortir de... Ça paraît un peu cher. Un don pour parier sur le fait que le mec fera pas de réussite. Oui, non, tout à fait, non, mais c'est trop cher. Surtout que voilà, je préfère le pousser contre celui-là et puis me dire au moins celui-là il bougera pas. Mais donc on a vraiment des combos évidentes avec Rose, Magara, Hugues et donc Brenna, mais plutôt grâce à Magara, hein, forcément. Mais quand même, Brenna, elle combatte avec Méline avec les fatigues. Hachok, qui, bon, voilà. J'ai envie de dire Mae, qui combatte lui aussi grâce au don, et puis parce que, voilà, c'est quand même la grosse force de frappe c'est quand même la grosse force de frappe des bâtisseurs. Et qui va apporter un point d'ombre, qui va permettre d'utiliser facilement les points d'ombre des autres, donc c'est plutôt une combo secondaire. Et voilà. Et après, voilà, on peut quand même toucher un mot du... On est obligé de parler de ça quand même un petit peu. On est obligé d'en parler, bien entendu. Donc ça, c'est possible. Hein. Vas-y, je te laisse en parler le premier. Ça, c'est possible. On peut tout à fait jouer ça. En escarmouche, on peut rajouter quelque chose. J'aurais tendance à rajouter soit un Mae, soit un Hugues, quelque chose qui frappe un peu fort, ou soit une Rose, voilà, un truc simple, un peu indépendant qui frappe, qui serve de police. J'irais plus chercher quand même Mae ou Rose pour le point d'ombre là. On va avoir envie
on va avoir envie Ouais, d'utiliser c'est les vrai, deux c'est dons. vrai, c'est vrai. Plutôt un Maé. Je pense que c'est un... je pense que moi, Oui, c'est personnellement, je Maé. pense à Maé. Là-dessus, c'est Maé. Si tu veux faire compétitif, pour moi, c'est Maé. Euh, Alors, Qui va se transformer en nounou. Nounou des maîtres. ça c'est rigolo. Mais c'est dur, hein. C'est dur parce qu'on a devant 2 VT0. Parce que si on perd Marbrook, on perd le golem de. Enfin, on perd entre guillemets le golem de Cade. Si on perd Méline, on perd entre guillemets le golem de Broche. Donc c'est. Voilà, il faut pas se faire attraper ses maîtres. Faut pas non plus se faire attraper ses golems parce que. Bah, c'est souvent ce qu'on dit, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Si le golem part là, Méline elle va devoir aller chercher. Et elle n'a pas le même soutien. On n'a pas de force de projection en fait avec le golem 2 qui a des Marbrook. On va pas pouvoir aller agresser fort. On va- mais, euh, mais bon, dans des bonnes conditions, ça peut être ça peut Bah, être très très ce dur qui est à gérer. absolument infernal avec ça, c'est que j'ai réussi à la phase d'avant. J'ai l'init hein, quand même. J'ai Mm. joué le golem de CAD, hein, donc Ouais. je peux placer ça facilement. Je vais pousser Tchekhov ici. Et je vais mettre 2 patates de golem de CAD avec le soutien, vu que Ouais. j'ai pas eu besoin de bouger mon golem de CAD, vu que c'est le golem de broche qui m'a amené la figurine. Ouais. Et je vais mettre 2 patates à 8D3+, avec le soutien. Et il aura absolument aucune possibilité de se venger contre les figurines qui sont Mm. devant, parce qu'elles sont pas tuables. Pas Donc la bien. seule solution, ça sera de venir contourner C'est ça. les golems pour aller chasser les maîtres, quoi. Ouais, ça va être un jeu un peu différent. Ça va vraiment être. Il va falloir. L'adversaire va devoir chasser les maîtres. Nous, on va devoir protéger. Enfin, le joueur bâtisseur va devoir protéger ses maîtres. Et par contre, voilà, bien joué, ça peut vraiment être dur parce qu'on peut faire vraiment des zones de non-droit, des zones et puis, enfin, parce que ça tape fort quand même, hein, les deux golems. Alors attention, il faudra quand même aller faire les kills avec un des 2 maîtres, hein, parce que sinon c'est des kills qui rapportent rien. Hein. Bah, 2 points sur les éthérés, mais. Oui, ça, par... Et puis, ils peuvent pas jouer la mission, donc ça va dépendre des missions aussi. Donc Mais voilà, j'avoue, je dirais pas que ça sortira à toutes les 3+, parties, mais une fois de temps en temps, ça peut surprendre et ça peut faire le café une fois de temps en temps, je pense. par contre, en escarmouche, ça prend une autre dimension, parce que apporter la 5e figurine permet de jouer exactement le même gameplay, sauf que si quelqu'un approche des maîtres, Je crois eh que ben, on a notre lionceau, on a notre sphinx, du moins, moi, je crois que je vais faire même rose que Maé, hein, je crois. sur cette compo-là. Parce que le VT2 de base, en fait, pour pouvoir faire les T'as points. le VT2 de base, ouais, qui est quand même assez cool. Mais Faire les points. Ça va dépendre de ce qu'il y a en face, etc. Mais voilà, je ouais. crois que le VT2 de base est quand même. Et puis si elle a besoin de faire un finish, c'est vrai qu'elle pourra peut-être plus rapidement aller là. Moi, j'irais lui préférer Maé parce qu'en fait mes kills, je peux quand même les faire avec Ménine ou avec Marbrook. Et si quelqu'un approche, je trouve qu'il mettra plus de pression que Rose, quoi. C'est vrai. Avec une charge qui ne lui coûtait qu'une fatigue, ça veut dire charge, frappe, sur une 3 actions. À 6 combats, personne ne peut vraiment le supporter, quoi. Donc je trouve que la pression, enfin en défense, je trouve qu'il est vraiment très costaud, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça se vaut. Et puis en plus, il pourra se permettre de prendre les ripostes alors que Rose un peu moins, quoi. Mais voilà, donc ça se joue, je pense, c'est un compo qui sera plus jouable de mon point de vue en escarmouche qu'en Rix. En Rix, il va nous manquer ce petit gardien des maîtres. Après attention, il faut se dire que, pardon, je vais avoir tendance à le sortir sur une mission contrôle où en fait, il faut se dire qu'on va pas la jouer ou très peu la jouer. Donc le but du jeu va aussi être d'empêcher l'adversaire de la jouer. Donc un butin où on va essayer de se bloquer pour bloquer assez rapidement l'accès au butin ou des choses comme ça. Voilà, le but va quand même être d'empêcher l'adversaire de faire des points en fait. Hein. Ça va être, quand on joue avec double golem, à mon avis, ça va être des parties où il y a très peu de points. Si on veut gagner, on va gagner avec les 2 joueurs, faut qu'ils aient peu de points. C'est ça. Donc il faut bloquer au maximum. Alors ça, c'est bloquer au maximum les ça peut être ton point de vue. Moi, mon point de vue, ça serait, je pense, en risque de prendre, bloquer, mais de prendre très très vite une figurine. Parce que, ne pas hésiter à prendre une figurine
Ne pas hésiter à Vous prendre jouez? figurine à 0 points, hein. Tant pis, hein, il faut prendre l'avantage Ouais, il faut prendre tout de suite l'avantage parce qu'en fait, sur le... l'autre, au niveau de l'endu, l'autre joue quand même à 4 contre 2, quoi. Donc il faut le plus vite possible rétablir l'équilibre, quitte à prévoir un beau kill avec Marbrook, fin de tour 2, par exemple, sur un éthéré à 5 points qui va vous permettre de revenir. Même si vous êtes un peu en retard au score parce que l'autre a score un peu de mission ou quoi, il vaut mieux prendre un kill à 0 points et rétablir l'équilibre que de laisser trop longtemps l'adversaire à avoir deux figurines de plus que vous. Pas vraiment. Deux Mais avoir. d'endu, en fait, en tout cas. Ouais, Total c'est ça. d'endurance beaucoup plus élevé. Mais oui, complètement. C'est le... Et puis à 4 figurines, c'est plus facile de contourner dès que t'en enlèves une, même si elle est à 0 points, ça allège quand même les. Tu dis que tes 2 mètres, ils respirent un peu mieux quand même. Oui, c'est ça. Parce que ça Mais va là, faire voilà. Puis la deuxième difficulté de ça, c'est qu'il faudra vraiment choisir entre le don de Marbrook et le don de Méline, vu qu'on a, on a qu'un seul éthéré, quoi. Et là, ça va pas être des choix faciles. Ah, je pense que il faut garder celui de Marbrook. Oui, ce sera celui de Marbrook qui va sortir le plus souvent, mais. En fait, il faut l'avoir disponible. Quitte à utiliser au dernier tour la dernière phase celui de Méline, mais il faut avoir celui de Marbrook disponible au cas où. Oui, pour empêcher le vol des golems. Voilà. Ben voilà un peu pour le. Je pense qu'on a fait un peu le tour des choses à savoir là-dessus. En point de règle un peu spéciaux, on les a donnés aussi. Ben voilà, c'est tout, je crois. Ouais, Ouais, je pense qu'on est bien. On regarde 1 heure, c'est bien. Ah putain, on a remis 1 heure. Allez, à la prochaine, fille. Ciao. À plus. Salut. Ciao.